Bon, ça peut peut-être vous sembler un petit peu sec ou aride comme truc, là, mais il y a un lien important avec ce qu'on vient de faire, puis des concepts qui sont plus pratiques. Le X puis le Y, en général, on s'en sert pour exprimer des relations entre certaines quantités. Par exemple, vous pourriez utiliser X pour représenter le passage du temps, puis Y pour représenter le prix de l'essence. Ou X pourrait représenter le temps encore, puis Y pourrait représenter la distance qui a été parcourue en fonction du temps. Ou le taux d'intoxication en fonction du volume d'alcool consommé, la valeur d'un investissement en fonction de l'investissement initial, et ainsi de suite. On décrit ces relations-là en général à l'aide d'une équation du type Y est égal à f de x. La variable indépendante, c'est le truc sur lequel on n'a pas de contrôle en général. Le passage du temps, le volume d'alcool consommé. Vous allez dire, ben non, on a contrôle sur le volume d'alcool consommé. Vous avez raison. C'est pas toujours le cas. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, mais c'est quelque chose qui en changeant, va changer quelque chose d'autre. Hein? Lorsqu'on change le volume d'alcool consommé, ben on change le taux d'intoxication. On ne peut pas vraiment changer le taux d'intoxication puis voir ce qui arrive au volume d'alcool consommé. Il y a une relation de cause et d'effet. La variable dépendante, ben, c'est ce qui dépend de la variable qui a changé. Le prix de l'essence va dépendre du temps. La distance parcourue va dépendre du temps. Le taux d'intoxication dépend du volume d'alcool consommé. La valeur de l'investissement après 10 ans dépend de l'investissement initial, et ainsi de suite. Fait qu'on dénote la variable dépendante par Y et la variable indépendante par X. Le taux d'accroissement, c'est ce qui mesure la manière dont la variable dépendante change lorsque la variable indépendante change. Si vous augmentez la valeur initiale de l'investissement par 100 $, ben ça va être quoi la différence de la valeur d'investissement finale comparativement à ce que ça aurait été si vous n'aviez pas augmenté de 100 $. On calcule le taux d'accroissement de la même façon qu'on calcule la pente de la droite tangente. Donc un quotient différentiel, puis avec une limite. La vitesse est un exemple très familier d'un taux d'accroissement. C'est le taux de variation de la distance parcourue en fonction du temps. Fait que si quelqu'un fait du jogging puis qu'il parcourt 10 km en 1 heure, ben sa vitesse moyenne, ça va être de 10 km par heure. 10 km divisé par 1 heure. On écrirait ça comme étant variation de déplacement, S, en général c'est la variable dont on sert pour le déplacement, divisé par la variation du temps. Et là, laissez-moi vous rappeler, je sais que je l'ai mentionné à la section précédente, mais je veux le rappeler, delta S, c'est un mot unique, là. Même s'il y a 2 caractères, c'est pas un produit, c'est pas quelque chose qui se sépare. C'est une variable elle-même qui s'appelle delta S. Puis ici, on a une variable qui s'appelle delta T. La vitesse, en général, n'est pas constante. Comment est-ce que vous feriez pour déterminer si le coureur avait une vitesse exacte de 2 km à l'heure à un moment donné quelconque? Ben, si on veut pouvoir répondre à cette question-là, il faut connaître ce qu'on appelle la vitesse instantanée, ou encore la vitesse tout court. Fait qu'il y a une différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Un exemple. Vous imaginez que là, vous vous promenez à Montgolfière avec une boule de quilles, puis vous laissez tomber la boule de quilles quand vous vous promenez à une altitude de 1350 mètres. Après T secondes, la boule a parcouru une distance de S mètres, puis la distance, ça va être 6 fois T au carré. Faisons un petit dessin de la situation. Vous avez votre Montgolfière. Vous laissez tomber votre boule de quilles. Cette distance-là, c'est 1350 mètres. Puis, après T secondes,
la distance, ça va être 6t au carré. Pourquoi on choisit d'aller entre 0 et 15? Ben, quand t est égal à 0, la boule se trouve ici. On n'a rien parcouru. Et après 15 secondes, vous avez 6 fois 15 au carré, qui est 6 fois 225, qui se trouve à être 350. Après 15 secondes, la boule a atteint le sol. C'est quoi la vitesse moyenne de la boule entre le temps 3 et le temps 6? C'est quoi sa vitesse moyenne entre le temps 3 et le temps 3 plus delta t? C'est quoi sa vitesse instantanée après 3 secondes? Ce sont les genres de problèmes qu'on pourrait vous demander de résoudre. Prenez 2-3 minutes pour y penser. Vous prenez tout le temps que vous voulez pour y penser. On pourra, quand vous aurez terminé, quand vous aurez pu donner de la tête, vous pouvez repartir le vidéo. On connaît sa distance parcourue après 3 secondes. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer fonction de déplacement après 3 secondes. Ben, ça va être 6 fois 3 au carré. 6 fois 9 qui est 54. Maintenant, on cherche la vitesse moyenne entre ce qui se passe après 6 secondes et ce qui se passe après 3 secondes. La distance que la boule a parcourue après 6 secondes, c'est quand on remplace t par 6. La fonction pour le déplacement, ben, ça me fait 6 fois 6 au carré. 6 fois 36, qui est 216 mètres. Fait qu'entre le temps 3 secondes et le temps 6 secondes, la boule a parcouru une distance delta S, c'est-à-dire la distance après 6 secondes moins la distance après 3 secondes, ce qui est 162 mètres. 216 moins 54. La boule a pris combien de temps pour parcourir cette distance-là? Ben, elle a pris 3 secondes, parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe entre seconde 3 et la seconde 6. 6 moins 3, c'est 3. Fait que l'intervalle de temps qu'on considère, c'est 3 secondes. Puis la vitesse moyenne, ben, ça va être la distance parcourue sur l'intervalle de temps, 162 mètres divisé par 3 secondes, ce qui nous fait 54 mètres par seconde. Maintenant, si à la place de demander ce qui se passe entre 3 secondes puis 6 secondes, on demande ce qui se passe entre 3 secondes puis 3 plus delta t secondes. Ben, on l'a fait. En tout cas, on a fait un exemple particulier de cette situation-là quand on a remplacé delta t par 3. Si delta t est égal à 3, ben là, vous retrouvez l'exemple 1 qu'on vient de faire. Maintenant, ce qu'on vous demande vraiment de faire, c'est de dire, je veux le faire en général. Je veux pas le faire juste pour delta t égal à 3. OK. Fait que je suis intéressé à la distance parcourue après 3 plus delta t secondes. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer mon nouveau temps à ma fonction de déplacement. Et ici, il faut comprendre ce que la fonction S fait, là. La fonction S prend n'importe quoi et elle vous redonne 6 fois n'importe quoi au carré. Fait que si vous lui donniez une boîte, elle ferait 6 fois la boîte au carré. Ben, je lui donne une boîte. La boîte que je lui donne, c'est spécifiquement 3 plus delta t. 3 plus delta t, bien ici. Je me retrouve avec S de 3 plus delta t. C'est 6 fois 3 plus delta t au carré. Encore une fois, il faut faire attention. 3 plus delta t au carré, c'est pas égal. 3 au carré plus delta t. Ou encore à 3 au carré plus delta t au carré. Vous devez faire l'expansion du binôme. On a calculé ici pour vous. 3 plus delta t au carré, ça fait 3 fois 3, 9. 3 fois delta t, 3 fois delta t au carré. Êtes-vous certain d'avoir bien vu ce qui se passait ici? Laissez-moi le faire au complet. 3 plus delta t au carré, c'est 3 plus delta t fois 3 plus delta t. On commence à faire le premier. 3 fois 3, 9.
Ensuite, on fait le second. 3 plus delta t, 3 fois delta t. Ensuite, on fait l'autre. Delta t fois 3. Puis finalement, on fait le dernier. Delta t fois delta t. Là, je vous rappelle que delta t, c'est une quantité inséparable. 3 fois delta t, puis delta t fois 3, c'est la même chose. C'est pas une mauvaise idée de mettre les parenthèses autour du delta t pour vous aider à vous souvenir que c'est pas supposé être séparé. J'ai 9. Parfait. 3 plus delta t plus, delta t fois 3, c'est la même chose que 3 fois delta t. J'ai là 6 fois. Parfait. Puis delta t fois delta t, c'est delta t au carré. Une autre erreur qu'on rencontre souvent, les gens vont écrire delta t fois delta t. Delta t au carré, c'est pas vrai. Faut vraiment l'écrire comme ça. Quand vous écrivez delta t au carré, sans mettre les parenthèses ici, là, comme si vous écriviez delta t au carré, comme ça. C'est pas la même chose. Le carré ne s'applique pas seulement au t, il s'applique delta t dans son entièreté. Toujours est-il que ça c'était 3 plus delta t au carré, mais rappelez-vous la fonction c'était 6 fois la boîte au carré, fait que j'ai 6 fois le truc au carré, là je fais la distribution, 6 fois 9, 54, 6 fois 6, 36, 6 fois delta t au carré, ça fait 6 fois delta t au carré. Ça c'est le déplacement après 3 plus delta t secondes. Si vous voulez vérifier ce que vous avez fait a de l'allure, vous pouvez remplacer delta t par 3. Ça devrait vous donner un t qui est égal à 6. Puis S de 6, vous l'avez calculé précédemment, là. 216. Fait que si vous remplacez ça, delta t par 3, vous devriez obtenir le même résultat tout à l'heure. La distance parcourue par la boule entre le temps 3 secondes puis le temps 3 plus delta t secondes, c'est la distance parcourue après 3 plus delta t secondes, moins la distance parcourue après 3 secondes. On n'est pas intéressé à ce qui se passe avant 3 secondes. Ça ne fait pas partie de notre calcul pour la vitesse moyenne de ce qui se passe entre 3 puis 3 plus delta t secondes. Fait que S de 3 plus delta t, on l'a calculé ici. C'est l'expression qui est là. Puis moins 54, c'était la valeur de la vitesse après, la valeur du déplacement après 3 secondes. Donc ça, c'est moins 54. Si vous avez fait vos calculs correctement, vous allez toujours être capable de vous débarrasser de la constante, du terme qui ne contient pas les delta t. Des fois, ça ne sera pas exactement la première étape, on va faire un petit peu plus de travail, mais ça va toujours être faisable. Comme on l'a vu pour la parabole, pour l'hyperbole 1 sur x au chapitre, à la section précédente. Fait que les 54 puis le moins 54 s'annulent. Puis il me reste 36 delta t plus 6 fois delta t. Puis là, je pourrais être intelligent puis sortir un delta t en évidence tout de suite. Fait que delta t, il est là 36 fois, il est là 6 fois delta t fois. Je pourrais l'écrire tout de suite comme ça. Parce que quand je calcule la vitesse moyenne entre le temps 3 et le temps 3 plus delta t, c'est le quotient différentiel. La variation du déplacement delta S sur delta t, c'est à 36 delta t plus 6 delta t au carré. Si je l'écris comme ça, vous allez obtenir faut voir facilement qu'on peut éliminer le delta t au numérateur et au dénominateur. Puis je me retrouve avec 36 plus 6 delta t mètres par seconde. Et vous pouvez encore vérifier si ça a de l'allure en vous servant de l'exemple que vous avez fait au numéro 1. Si vous remplacez delta t par 3, ici, vous devriez obtenir 54, qui était ce qu'on avait calculé pour la vitesse moyenne
sur l'intervalle 3 puis 6. Sauf que là, on l'a fait pour tous les intervalles possibles. Pas seulement pour l'intervalle de temps 3 secondes. La troisième question, c'était de trouver la vitesse instantanée. Bien, la vitesse instantanée après 3 secondes, ce qui nous intéresse, c'est de trouver vers quoi la vitesse moyenne se rapproche lorsque le delta t devient de plus en plus petit. La vitesse après 3 secondes, c'est la limite du quotient différentiel. Ben, l'expression pour quotient différentiel, on l'a trouvé à la page précédente, c'était 36 plus 6 fois delta t. Et à ce stade-ci, tout ce qu'on peut vraiment faire, c'est remplacer delta t par 0. Ça va me donner 36 plus 6 fois 0, 36. Fait qu'après 3 secondes, la vitesse de la boule de Curie, c'est exactement 36 mètres par seconde. Mais dès que vous dépassez le 3 secondes, la vitesse va changer. C'est la vitesse instantanée, la vitesse au point, au temps, 3 secondes. On peut généraliser comme on l'avait fait pour la pente de la droite tangente. Fait que vous commencez par calculer la vitesse moyenne sur un intervalle de temps entre t0 et t0 plus delta t. Vous faites ça en calculant la variation du déplacement. C'est le déplacement à la fin de l'intervalle, moins le déplacement au début de l'intervalle. Ça vous permet de calculer la vitesse moyenne, le déplacement sur l'intervalle de temps, la variation du déplacement sur l'intervalle de temps. C'est un quotient différentiel. La vitesse moyenne, c'est la pente de la séquence entre les deux points qui sont là. Si vous traciez le graphique, ça ressemble à ça. Fait que sur l'axe des Y, on a le déplacement de l'objet. Sur l'axe des X, on a l'écoulement ou le passage du temps. Vous vous intéressez à ce qui se passe exactement à P secondes. Vous allez prendre un point qui est quelque part sur la courbe, près de P. J'ai pris ce point ici, là, qui se trouve à une distance de delta t du point initial. Il y a un delta S, puis ben, delta S sur delta t, c'est la pente. À droite entre P et Q. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe exactement au point P. Lorsqu'on prend un point Q qui se rapproche au long de la courbe. Sans jamais vraiment atteindre le point P, on va se rapprocher la pente de la droite tangente, puis la pente de la droite tangente, ben, c'est la vitesse de l'objet. Instantanément. Et on se rend compte qu'il y a un parallèle, ou plusieurs parallèles entre la vitesse et la géométrie. En géométrie, on parle d'abscisse, une valeur spécifique de l'abscisse, d'un déplacement à l'abscisse H ou encore delta X, dépendamment du contexte, d'une ordonnée Y. Quand on parle de vitesse, on parle de T, de T0, de delta T, puis de S. Il y a un lien. C'est trop, ces choses-là. X, c'est la variable indépendante. T, c'est la variable indépendante. A, c'est une valeur spécifique de la variable indépendante. T0, c'est une valeur spécifique de temps. H ou delta X, c'est la variation de la variable indépendante. Delta T, c'est la variation de la variable temps. Puis Y, ben, ça correspond au déplacement. Donc, la pente de la séquence, c'est la vitesse moyenne. Le quotient différentiel delta Y sur delta X, c'est le quotient différentiel delta S sur delta T. Ce qui nous mène à la pente de la tangente, qui est la vitesse instantanée. Puis ben, la pente de la tangente, c'est la limite
lorsque h tend vers 0 du quotient différentiel, puis la vitesse, ben, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 du quotient différentiel correspondant. Fait qu'on est vraiment en train de faire la même chose. C'est juste qu'on parle de vitesse puis de déplacement, temps, en place de parler de pente, la droite tangente, de y, de x. Par exemple, si vous avez une trottinette qui parcourt 200 mètres en 10 secondes, entre ce point-là, entre le point de départ 0 et 10 secondes, sa distance du point de départ est donnée par la fonction suivante, t au carré plus 10 fois t. Quelle est sa vitesse lorsqu'elle termine son parcours? Ben, qu'est-ce qu'on cherche vraiment ici? On cherche à calculer la vitesse après 10 secondes. La vitesse après 10 secondes, c'est pas compliqué. On a une formule. On peut calculer l'équivalent de la pente de la tangente lorsque x est égal à 10. C'est la vitesse après 10 secondes. La limite du quotient différentiel quand on remplace t0 par 10. Qu'est-ce qui se passe ici? Fait que selon ça, on prenait notre limite, ça va être on prenait notre vitesse, ça va être la limite parce que delta t tend vers 0 du déplacement 10 secondes. Déplacement après 10 plus delta t secondes, on fait la différence, puis on divise par delta t. C'est ça qu'il faut calculer. Mais c'est pas sorcier. On le calcule. Le déplacement après 10 plus delta t secondes, qu'est-ce que c'est? Ça, il faut comprendre comment calculer la valeur d'une fonction. S, c'est une fonction qui prend une boîte, puis qui vous remet la boîte au carré, moins 10 fois la boîte. Puis c'est quoi ma boîte? Ma boîte ici, c'est 10 plus delta t. Donc je prends la boîte au carré, plus 10 fois la boîte. Ça, c'est le déplacement après 10 plus delta t secondes. J'ai aussi S à 10. Ben, je sais que ça va être 200, mais laissez-moi le vérifier quand même, juste pour être certain. Je remplace ma boîte par 10, ça fait 10 au carré, plus la boîte par 10, 10 fois 10. J'avais la boîte au carré, plus 10 fois la boîte. OK. 10 au carré plus 10 fois 10. Je fais mon calcul. Encore une fois, faites attention. 10 plus delta t au carré, c'est pas la même chose que 10 au carré plus delta t. C'est pas la même chose que 10 au carré plus delta t au carré. Vous pouvez faire le calcul, l'expansion du binôme dans son entièreté. Ça vous donne 100 plus 20 fois delta t plus delta t au carré. Si vous n'êtes pas certain, prenez le temps de vérifier que c'est bien ça. Cette expression-là, ça me donne cette expression-ci. 10 fois 10 plus t, en même partie, ça me donne ce morceau-ci. 10 fois 10, 100. 10 fois delta t, 10 delta t. Puis je soustrais de ça le chiffre qui est ici, qui était 200. Je vous ai mentionné que ça va être le cas que les constantes, les termes qui ne contiennent pas de delta t vont s'annuler. Effectivement, j'ai un 100 et un moins 200, ça disparaît. Je me retrouve avec soit des termes en delta t, 10 delta t plus 20 delta t, ça fait 30 delta t, ou des termes en delta t au carré qui sont là. Ben, il y en a juste un. La simplification ne se fait pas toujours tout de suite. Peut-être qu'il faut faire un petit peu plus de travail avant de s'y rendre, mais quand vous calculez votre quotient différentiel qui a été simplifié le plus possible, il ne devrait plus y avoir de termes constants dans le numérateur. Éventuellement. Fait que ça, c'est notre changement, notre déplacement, notre variation de déplacement, notre delta S. On calcule le quotient différentiel, ça va venir ici.
L'intervalle de temps, ben, il est donné, là, c'est delta t. On divise par delta t. 7. Ce quotient différentiel-là, ben, j'ai un delta t au dénominateur. Fait que je peux me débarrasser d'un delta t partout au numérateur. Il me reste 30 plus delta t. Si vous n'êtes pas à l'aise à faire ce calcul-là, prenez le temps de faire la factorisation ici. Il y a un delta t que vous pouvez mettre en évidence. Il va vous rester 30 plus delta t. C'est ce morceau-là qui vient ici, là. Delta t fois 30 plus delta t. Ça, c'est ça. Le delta t puis le delta t s'annule. Il vous reste juste 30 plus delta t. La vitesse instantanée, c'est lorsqu'on remplace t par 10, parce qu'on s'intéressait à la vitesse instantanée. Point 10. Puis si vous faites le calcul, ben c'est la limite lorsque delta t est envers 0 du quotient différentiel. La limite lorsque delta t est envers 0 de 30 plus delta t, c'est si delta t s'en va vers 0, puis il me reste 30 mètres par seconde. Le 30 qui est ici, il est spécifique, même si on ne l'a pas écrit explicitement ici, spécifique temps 10. Parce que le temps 10 rendrait ici. C'est à l'aide du 10 qu'on avait, on se retrouve avec un 30. Si vous aviez à la place la vitesse lorsque le temps est égal à 8, ben, il faudrait recommencer. Puis calculer S de 8 plus delta t moins S de 8. Puis vous auriez 0.30. C'est un autre chiffre que vous finiriez par avoir. OK, c'est aussi simple que ça. Ou, c'est aussi compliqué que ça. Les problèmes que les étudiants ont en général, c'est avec l'évaluation de la fonction. Ici. Passer de ça à ça. Ensuite, passer de ça à ça. Des problèmes de compréhension de ce que c'est une fonction, des problèmes d'évaluation d'une fonction. Si vous ne comprenez pas la langue qu'on parle, ben ça va être difficile pour vous de bien maîtriser les concepts du calcul. Fait qu'en général, les fondations sont pas solides. C'est là que les étudiants accrochent. On va en reparler au chapitre 3, mais ça va être important de faire beaucoup d'exercices pour vous aider à bien maîtriser les fondations en premier, puis ensuite à bien maîtriser les concepts du calcul. Si vous étiez intéressé à faire le calcul de la vitesse à un temps t quelconque, pas seulement au temps t est égal à 10, ben vous, ce qui vous intéresse, là, c'est de calculer la vitesse en général. Pas la vitesse quand t0 est égal à 10, juste en général. Fait que c'est le même principe. Selon ce qu'on a vu, ça va être la limite, parce que delta t est envers 0. Initialement, on avait S de T0 plus delta T, mais on remplace T0 par T. Ça fait T plus delta T, moins S de T, divisé par delta T. Puis vous pouvez répéter pratiquement le calcul qu'on a fait précédemment. En fait, vous allez vous rendre compte que j'ai placé les calculs aux mêmes endroits sur la diapositive. C'est la même chose. Tout ce qui change, c'est qu'on évalue le déplacement pas à 10 plus delta t, mais à t plus delta t. Fait que la fonction S, dans cet exemple-ci particulier, je vous le rappelle que c'était la boîte, elle prenait une boîte, et vous redonnez la boîte au carré, plus 10 fois la boîte. Qu'est-ce que vous mettez dans votre boîte? T plus delta t. Ça fait S de t plus delta t. C'est ce truc-là. S de t, c'est ce truc-là. Là, ben, il faut faire le calcul, l'évaluation. T plus delta t au carré, ça devient
t au carré plus 2t fois delta t plus delta t au carré. Ici, faites bien attention. C'est moi l'écrire au long. T plus delta t au carré, là, ça devient t fois t plus delta t. On fait la distribution. T fois t, t au carré. T fois delta t, c'est t fois delta t. Je mets les parenthèses ici pour vous rappeler que c'est pas supposé être delta t au carré. Hein? T fois delta t, là, c'est pas égal à delta t au carré. Ça n'a pas d'allure, c'est vraiment t fois quelque chose qui porte le nom de delta t. Il n'y a pas de t là-dedans. Il faut isoler un t. L'autre, delta t fois t, même affaire. Puis finalement, delta t fois delta t. Et j'ai t au carré. T fois delta t plus delta t fois t, ben c'est 2t. Et là, 2 fois t plus fois delta t. On pourrait mettre une parenthèse ici si on voulait. Plus delta t au carré. Puis le restant, ben, ça découle de la même façon. Puis là, je vous ai mentionné, il ne devrait plus rester de constante. Il n'y a pas de constante ici, j'ai juste des variables. Sauf que c'est une constante par rapport à delta t. Quand on dit qu'il ne reste plus de constante, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne devrait plus rester de termes qui ne contiennent pas de delta t. Puis c'est effectivement le cas. Le t au carré et le t au carré s'annulent. Le 10t et le 10t s'annulent. Puis il me reste seulement des termes qui contiennent des delta t. Ici, je pourrais même mettre le terme delta t en évidence. Il peut être là 10 fois pour le premier terme, 2t fois pour le deuxième, delta t fois pour le troisième. Alors, quand je calcule la vitesse moyenne, je fais le déplacement moyen divisé par le temps moyen. Je peux l'écrire ici, là, delta t fois 10 plus 2t plus delta t. Je ne vais pas écrire le numérateur au complet. Je divise par delta t. Les delta t s'annulent. Puis il me reste 10 plus 2t plus delta t. Puis si je suis intéressé à la vitesse instantanée au temps t, ben là, je calcule la limite lorsque la limite du quotient différentiel, lorsque delta t tend vers 0. Faites attention, le t qui est ici, puis le t qui est là, c'est pas la même chose, là. Si j'ai delta t, c'est un objet, t, c'est une constante par rapport à delta t. Fait que quand delta t tend vers 0, il arrive à rien à 2t. Parce qu'il n'y a pas de delta t là-dedans. Le seul qui disparaît, c'est celui-ci. Je me retrouve avec 10 plus 2t. Fait que là, je les ai faits pour tous les temps simultanément. Pas juste pour le temps t est égal à 10. Vous pourriez vérifier si ça vous donne la bonne réponse. On l'a calculé quand v est égal à 10. Vérifions ce qui arrive ici quand v est égal à 10. Je remplacerai tout simplement t par 10. Puis effectivement, ça me donne 30 mètres par seconde. Vous pourriez modifier le contexte du problème. Peut-être que S de t, ça représente pas une vitesse, mais ça pourrait représenter, je sais pas, le nombre de poissons qu'un ours attrape après t heures de travail. On peut pas parler de vitesse dans ce cas-là, parce que un nombre de poissons divisé par le temps, c'est pas une vitesse. Mais on parle de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut quand même calculer la limite d'un quotient différentiel? Oui, on peut le faire. Puis quand on le fait, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Là, je ne passerai pas à travers tous les diapos avec vous, mais je vous fais juste remarquer que le taux d'accroissement, c'est la généralisation de la vitesse. On calcule la limite lorsque delta x tend vers 0 de delta y sur delta x. C'est juste que le y puis le x ne représente pas nécessairement une distance puis le temps. Ça peut représenter n'importe quelle quantité. Vous vous retrouvez encore avec cette expression-là.
parle du taux d'accroissement, on parle aussi du taux de variation. Fait que la vitesse, c'est le taux de variation de la distance par rapport au temps. On donne un nom spécifique parce qu'on s'en sert de la vitesse. Mais en général, on pourrait parler tout simplement du taux de variation de la distance. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez vous rendre compte que c'est la même chose. Il y a deux exemples ici que je ne ferai pas avec vous, mais je vous invite à les suivre, soit sur la diapo ou dans les notes de cours.